Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans un quartier paisible de Washington DC, non loin du parc Rock Creek mais assez éloigné du centre pour que la vie y semble ralentie, se trouve une maison discrète, presque effacée dans le paysage urbain. Un petit bungalow en briques rouges, aux volets blancs parfaitement peints, avec un jardin impeccablement entretenu. À première vue, rien n'y distingue ce foyer des autres dans cette rue bordée d'arbres centenaires et de voisins bienveillants. Les fleurs y poussent sagement, la pelouse est toujours tondue à la perfection, et la boîte aux lettres ne déborde jamais. Les résidents du quartier croisent parfois son propriétaire, Marcus Haïté, lors de ses promenades matinales. Il salue poliment, échange quelques banalités, mais ne s'attarde jamais. Les enfants du voisinage le regardent avec une certaine fascination, il a cette allure qu'on ne sait pas vraiment qualifier, entre mystère et autorité. Il porte toujours des vêtements sobres, sans marques apparentes, mais impeccablement ajustés. Sa posture, droite comme un fil tendu, trahit une discipline forgée au feu de quelque chose de plus grand que la vie civile. Il est courtois, toujours calme, mais n'accorde jamais plus que ce qui est nécessaire. Les rumeurs vont bon train. Certains disent qu'il travaille pour une agence gouvernementale, d'autres murmurent qu'il est un vétéran. Un vieil homme, ancien professeur d'histoire militaire, l'a un jour observé au loin, entre deux balayages de feuilles mortes, et a murmuré à son épouse. « Ce regard, je n'ai vu ce regard que chez des hommes qui ont survécu à l'enfer. » Personne ne sait ce que Marcus fait de ses journées. On le voit parfois dans le jardin, ou à l'intérieur, à travers les stores entr'ouverts, en train de lire, d'écrire, ou de faire des pompes sans fin sur le tapis du salon. Aucun bruit ne sort jamais de cette maison. Pas de musique, pas de voix. Juste le silence et l'ombre d'un homme qui semble vouloir oublier quelque chose, ou peut-être le garder enfermé. Marcus Haïté, 44 ans, ancien commandant de l'unité Delta Force, le plus haut niveau des forces spéciales américaines, a pris sa retraite 5 ans plus tôt, après une mission classifiée en Afrique de l'Ouest qui avait tourné au cauchemar. Officiellement décoré, officieusement abandonné, il avait quitté l'armée avec les honneurs, mais aussi avec un passé trop lourd pour être partagé. Depuis, il vivait là, avec une discrétion presque maladive. Il avait appris à ne jamais faire de vagues, à s'effacer, à se fondre dans le décor. Mais il n'avait jamais désarmé son esprit. Chaque objet dans la maison était placé selon une logique défensive. Chaque sortie était une opération en miniature. Et chaque nuit, il dormait léger, comme un soldat en poste avancé. Le 17 avril, à 6h23 du matin, tout changea. Un bruit sourd fit trembler la porte d'entrée. Un fracas brutal, sec, métallique. Le genre de son qui ne laisse aucune place à l'hésitation. Avant même que la serrure ne cède, Marcus était debout, pieds nus sur le parquet, le regard déjà braqué sur la porte. Il avait entendu les pas furtifs sur l'allée de gravier. Il savait. Et il ne bougea pas. La porte explosa sous le bélier d'assaut. 3 hommes surgirent, leurs armes braquées, en formation tactique. Des policiers du district de Columbia, vêtus de gilets pare-balles noirs, leurs visages tendus sous la visière de leur casque. À leur tête, l'inspecteur Kyle Bradshaw, 45 ans, vétéran de la brigade spéciale. Un homme dur, sûr de lui, persuadé que la justice se gagne à coups de poing et que les dossiers se ferment quand on agit vite. Il avait reçu un appel anonyme la veille, une voix informatisait signalant que cette maison abritait des activités paramilitaires suspectes. Une arme illégale, un trafic peut-être. Assez pour qu'il obtienne un mandat expéditif, signé par un juge complaisant. Il voulait frapper fort. Il ne s'attendait pas à tomber sur un homme qui ne tremble pas. Marcus était debout, torse nu, ses muscles noués par les années d'entraînement. Il ne dit rien. Il ne leva pas les mains. Il ne recula pas. Il regarda Bradshaw dans les yeux. Un regard noir, profond, où ne brillait aucune peur. Bradshaw se abanca, arme braqué. Il hurla. À genoux, maintenant. Vous êtes en état d'arrestation pour possession illégale d'armes de guerre et activités suspectes sur territoire national. Mais Marcus ne bougea pas. Il répondit d'une voix basse, calme, presque clinique. Je ne suis pas celui que vous croyez. Le policier le fixe, hésitant. Encore un de ces types, pense Bradshaw, incapable de dissimuler le soupçon de mépris qui perce dans ses yeux. Il a vu des hommes arrogants, sûrs d'eux,
cherchant à jouer les durs pour impressionner ou se défendre. Mais chez celui-ci, il y a autre chose. Un calme tranchant, presque anormal, comme un animal entraîné à attendre l'instant exact pour frapper. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'assurance brute, forgée dans des situations où l'erreur coûtait la vie. Bradshaw sait que la tension peut déraper en un clin d'œil. Il jette un bref regard à ses collègues. L'agent Jared Reed, plus jeune et nerveux, a déjà commencé à fouiller le salon, repoussant les objets avec des gestes brusques, sans ménagement. Une lampe tombe, un cadre photo se fracasse au sol. Reed sursaute mais continue. Marcus, toujours debout au milieu de la pièce, ne bouge pas d'1 millimètre. Il les regarde faire, impassible, presque comme s'il évaluait chacun de leurs gestes et leurs failles. Le commandement tombe, sec et tranchant. Attrapez-le. Mettez-lui les menottes. Un agent s'approche, menottes à la main. Marcus lève légèrement la tête, comme s'il percevait une vibration dans l'air. C'est à cet instant précis qu'il comprend, l'escalade est inévitable. Et pourtant, il ne bouge toujours pas. Ce que les policiers ignorent, c'est que l'homme devant eux n'est pas un civil effrayé ou un suspect ordinaire. Marcus Haïté n'a pas simplement servi. Il a dirigé des missions classifiées dans les coins les plus sombres du globe, infiltré des bastions terroristes à main nue, négocié avec des chefs de guerre, et dirigé des hommes dans des opérations si secrètes qu'elles n'existent dans aucun rapport officiel. Il est un survivant, un stratège, une arme humaine. Et surtout, il connaît chaque battement de son propre cœur, chaque muscle de son corps prêt à exploser si nécessaire. Mais aujourd'hui, il ne veut pas se battre. Sa voix claque dans l'air, tranchante comme une lame de rasoir. Vous avez une très, très mauvaise idée de ce que vous venez de faire. Un frisson traverse la pièce. Marcus tourne lentement les talons, sans précipitation, vers une table basse. Ses gestes sont maîtrisés, presque cérémoniels. Sur la surface en bois, à côté d'un livre de tactique militaire usé et d'un vieux briquet de terrain, repose un objet discret mais lourd de sens. Un insigne ovale, gravé des mots Delta Force niveau 1, accompagné d'une médaille au ruban sobre mais ornée d'une étoile d'argent. L'ensemble, rangé dans un petit coffret noir en velours, trahit une vérité que les policiers ne peuvent plus ignorer. Ils viennent de forcer l'entrée d'un sanctuaire, pas d'un repère criminel. Bradshaw fronce les sourcils. Un doute germe. Mais avant qu'il ne puisse réagir, un nouveau son s'élève, coupant net l'atmosphère électrique. Des palans sur l'escalier en bois, et une voix féminine, calme, mais chargée de menaces contenues. Kyle, j'espère que vous avez les bons documents, parce que vous allez devoir expliquer tout ça très clairement à mon mari. Tous les regards se tournent vers la silhouette qui descend les marches. Une femme d'une 40aine d'années, robe d'intérieur en soie foncée, pieds nus mais port de reine. Ses cheveux noirs sont tirés en un chignon serré, son regard est un mélange d'intelligence, de mépris et d'alerte. Elle tient un téléphone à la main, écran toujours allumé, comme prête à composer un numéro que personne ici ne voudrait voir s'afficher. Elle s'arrête à mi-chemin des escaliers. Sa voix tombe, froide et assurée. « Monsieur Haïté, je vous en prie, laissez-les finir. » Un échange de regards se fait entre elle et son mari. Une complicité muette. Elle lit en lui comme dans un livre ouvert. Elle sait que Marcus n'a pas encore agi uniquement parce qu'il a choisi de ne pas le faire. Une autre version de lui aurait déjà maîtrisé les 3 policiers sans qu'aucun n'ait le temps de cligner des yeux. Elle se tourne lentement vers les agents. Ses yeux se posent sur Bradshaw, qui semble soudainement plus petit, moins sûr de lui. « Inspecteur Bradshaw, vous êtes entré ici sans mandat, sur la base d'un appel anonyme. Vous avez pointé une arme sur un vétéran décoré, et menacé de menotter un homme dont le dossier militaire fait probablement frémir votre hiérarchie. » Bradshaw ouvre la bouche, mais aucun mot ne sort. Elle descend les dernières marches avec élégance, et s'approche de son mari. Puis, fixant l'inspecteur avec une intensité glaciale. « Je suis le docteur Morgan Haïté, médecin-chef à Walter Reed. Et oui, je suis la femme de cet homme. » Un silence se abat. Même Reed, jusque-là agité, s'arrête net. Bradshaw recule d'un pas. « Mon mari est un héros, messieurs. Il n'a rien à voir avec ce que vous cherchez. Vous avez fait une erreur, monumentale. Et maintenant, vous allez devoir en assumer les conséquences. » Les policiers échangent des regards nerveux. L'atmosphère s'est soudain densifiée comme un orage sur le point d'éclater. Le silence qui s'installe n'est pas celui du respect, mais celui de l'incertitude face à une force qu'ils ne comprennent pas encore totalement.
Bradshaw, jusqu'alors sûr de lui, commence à sentir le sol trembler sous ses certitudes. Il connaît le nom Haïté. Pas seulement pour l'avoir vu apparaître dans quelques dossiers confidentiels ou bribes de conversations entre gradés, le nom circule dans certains cercles fermés, à voix basse, toujours accompagné de cette étrange hésitation qui trahit la crainte plus que l'admiration. Il pose enfin un regard plus attentif sur Morgane Haïté. Elle n'est pas simplement l'épouse de Marcus. Elle est le cœur visible de cette famille énigmatique. Docteur en médecine, spécialiste en neurotraumatologie, conférencière internationale et militante acharnée des droits civiques, Morgane a construit une réputation irréprochable, mais ce n'est qu'un fragment de ce qu'elle incarne réellement. Son implication dans les causes sociales, son habileté à dialoguer autant avec les élites qu'avec les quartiers populaires, lui valent autant de respect que de craintes silencieuses. Et pourtant, malgré sa notoriété, elle reste farouchement discrète, tout comme son mari. Marcus Haïté, ce nom que même les services spéciaux évoquent avec prudence. Ce n'est pas seulement un vétéran. C'est un survivant de théâtre d'opération dont l'existence même est classifiée. Un homme dont les compétences dépassent celles des unités spéciales ordinaires. Un homme conforme à faire tomber des gouvernements sans laisser de traces. Bradshaw commence à comprendre l'ampleur de ce qu'il vient de déclencher. « Je veux que vous quittiez ma maison immédiatement », dit Marcus d'une voix grave, presque basse, mais dont la vibration contenait une violence en suspens. Chaque mot est pesé, et derrière cette calme façade, on sent la puissance d'un fauve prêt à bondir. Sinon, vous n'aimerez pas ce que vous découvrirez. Le jeune agent à droite, un certain Holloway, recule d'un pas. Son doigt glisse lentement de la détente de son arme, et il jette un regard anxieux vers son supérieur. Il comprend maintenant que cette mission, qui devait être une simple opération de vérification, vient de franchir une ligne rouge. Bradshaw, malgré son inconfort croissant, tente de maintenir une posture d'autorité. Il sent cependant son sang se glacer alors qu'il songe à ce que ce genre d'erreur pourrait impliquer. Si Marcus Haïté est bien celui qu'il croit, alors ce moment pourrait signer bien plus que la fin de sa carrière. Cela pourrait provoquer une onde de choc dans des sphères dont il ne maîtrise pas les codes. « Je vais faire appel à mes supérieurs », dit-il finalement, la voix légèrement tremblante, les doigts fébriles alors qu'il saisit son téléphone. Il tente de dissimuler sa panique derrière un calme factice, mais même son regard le trahit. Morgane, restée silencieuse jusque-là, avance d'un pas. Elle ne lève pas la voix. Elle n'en a pas besoin. Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de déclencher, inspecteur. Mon mari et moi avons passé nos vies à nous tenir loin du tumulte. Mais cela ne signifie pas que nous sommes sans ressources. Ou sans alliés. Elle jette un œil rapide à l'écran de son téléphone, puis le tourne vers Bradshaw. D'ici 3 minutes, votre visage sera sur tous les réseaux internes de l'agence. Et je ne parle pas de la police. Bradshaw sent une goutte de sueur glisser le long de sa tempe. Marcus, de son côté, s'est tourné vers sa femme. Son regard n'a plus rien d'hostile. Il est doux, confiant, presque tendre. Une lumière paisible dans l'œil d'un homme fait pour le chaos. Rien à craindre, Morgane. Ce n'est qu'une question de temps. Car il le sait, au fond. Ce jour devait arriver. Il avait réussi à rester dans l'ombre pendant des années, à élever ses enfants dans un anonymat protecteur, à servir son pays dans les marges, là où les caméras ne filment jamais. Mais on ne peut pas éternellement effacer ses traces quand on a marché dans autant de terres interdites. Ce que Marcus ignore encore, c'est que cette erreur policière est bien plus qu'un incident isolé. C'est la première fissure dans une façade construite depuis des décennies. Ce que ces hommes ont réveillé, ce qu'ils ont provoqué en franchissant sa porte, c'est plus qu'un réveil personnel. C'est l'ouverture d'un chapitre. Un chapitre où Marcus Haïté ne pourra plus se contenter de survivre en silence. Il lui faudra choisir, s'effacer définitivement, ou reprendre les armes, autrement. Dans un monde où les abus de pouvoir s'habillent de l'égalité, où la vérité se dissout dans la politique, et où les visages noirs sont encore considérés avec suspicion, Marcus Haïté ne se contentera pas de se défendre. Il allait contre-attaquer. Et cette fois, ce ne serait pas dans l'ombre.